Alors, je m'appelle Olivier Thibault, je suis le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique. Je vais vous parler un petit peu, et je vais essayer de choisir les mots et d'être complémentaire avec ce que le député a pu dire tout à l'heure, sachant que le plan Eau-DOM n'est pas tellement un sujet, c'est pas un sujet financier au premier abord, c'est un sujet gouvernance d'abord, et je voudrais revenir dessus parce que ça me paraît fondamental. Et puis si j'ai 12 minutes, j'en profiterai quand même pour faire un tout petit complément de réponse sur l'histoire du Varenne agricole de l'eau, si on me autorise, mais parce que c'est aussi une histoire qui me tient à cœur. Alors, le plan Eau-DOM. La première chose importante, il faut des fois partir de fondamentaux simples. Vous m'excuserez, je suis le techno-fonctionnaire parisien de service, donc je vais jouer mon rôle dans ce sens-là. Donc la première évidence, c'est que les départements d'outre-mer sont des départements français. Et ça, c'est important parce que l'ensemble des lois dont on parle dans le domaine de l'eau et de l'assainissement s'appliquent, y compris un certain nombre de directives européennes, dont la directive eaux résiduaires urbaines et la directive cadre sur l'eau. Alors, c'est important de le savoir parce que ça concerne et ça encadre, et du coup, ça impose un certain nombre de réglementations, d'objectifs, de résultats et de fonctionnement et de moyens, avec des directives qui ont été objectivement pensées pour l'Europe continentale et pas forcément pour des territoires avec des climats un peu différents. Donc il faut l'avoir en tête. Et de ce point de vue, on voit un certain nombre de difficultés dans nos départements outre-mer de mise en œuvre de ces textes qui n'ont pas forcément été pensés et conçus pour ces territoires en premier lieu. Et du coup, devant ces difficultés, le député l'a dit tout à l'heure, le ministre Sébastien Lecornu, qui à l'époque était secrétaire d'État à la biodiversité avant de devenir ministre de l'Outre-mer, avait identifié un certain nombre de difficultés précises. Voilà. Alors, mais ça date encore d'avant, puisque en 2014-2015, on avait lancé ce plan Eau-DOM, qui vient après une mission d'inspection générale qui avait été conduite par Pierre-Alain Roche, une de nos grands éminences grises. Absolument. Tout ça est dans un sujet avec un sujet un peu difficile, puisque c'est l'État qui a lancé d'abord cette mission d'inspection générale, puis ce plan Eau-DOM. Et le député l'a dit aussi, sur une compétence qui est décentralisée. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est un jeu d'équilibre un poil compliqué, puisque la compétence est assumée par les communes, qui, elles, depuis la loi NOTRe, loi MAPTAM, donc ça a modifié un certain nombre de fois sur les délais de transfert obligatoire, aux EPCI à fiscalité propre, donc les communautés de communes, communautés d'agglomération. Donc c'est bien une compétence qui relève des collectivités locales. Bon. À partir de là, on voit tous qu'il y a un certain nombre de difficultés de mise en œuvre et d'application, et donc il faut trouver les moyens d'accompagner ces collectivités pour qu'elles puissent, dans les meilleures conditions, répondre aux services qu'on veut tous avoir. Et en l'occurrence, on parle bien d'eau potable et d'assainissement, et donc là, l'eau au robinet et ce que ça devient derrière. Donc on ne parle pas de l'accès à l'eau dans la nature, qui est un autre sujet différent et ce qu'on pourrait aborder, et qu'on a abordé d'ailleurs via les assises de l'eau et via le Varenne agricole de l'eau. Là, c'était plutôt l'accès à l'eau et pas l'accès à l'eau potable, qui pour nous sont des choses un peu différentes. Voilà. Vous avez en tête aussi que dans nos directives européennes, on a un certain nombre de contentieux en cours, et notamment en ce moment, on en a un sur les eaux résiduaires urbaines, donc c'est l'assainissement. On vient de se faire mettre en demeure pour 170 stations d'épuration. Il y en a 13 dans ces 169 qui sont en Outre-mer. Voilà. Alors, ce plan Eau-DOM, il a été signé par plein de ministres. Je ne sais pas si vous avez ça en tête. Le ministre de la Transition écologique, le ministre des Outre-mer, le ministre de la Solidarité et Santé. Et on avait aussi l'AFD et puis la Caisse des dépôts qui se sont mis ensemble pour construire ce plan. Les objectifs de ce plan, c'est d'abord et en premier lieu, et ça c'est très important, c'est la gouvernance. Donc c'est bien renforcer la gouvernance des collectivités, et puis en les aidant à mettre en œuvre la loi NOTRe, loi MAPTAM, donc sur le transfert de la compétence eau et assainissement. Le deuxième objectif, c'est sur les capacités techniques et financières des services d'eau potable, et on voit que c'est un élément limitant aujourd'hui dans les départements outre-mer. Après, il y avait un troisième objectif qui était la priorisation technique des travaux à faire pour avoir un service rendu à la hauteur de ce qu'on veut.
Et puis le dernier objectif, c'était d'intégrer les politiques d'eau et d'assainissement dans l'ensemble des politiques d'aménagement du territoire, puisqu'en fait l'eau et l'assainissement ne sont pas un truc hors sol qui vit tout seul, c'est bien quelque chose qui se met en œuvre via les politiques d'aménagement du territoire. Et c'est très important, notamment dans les secteurs où on a une forte pression démographique. Et on voit qu'on court souvent après la machine en termes d'eau et d'assainissement. Et ça s'est traduit par ce qu'on a appelé des contrats de progrès, qui sont des contrats qui sont signés par les acteurs locaux. Hein. Donc c'est toute la subtilité de ce plan où l'État a lancé quelque chose, mais ça aboutit à des contrats signés avec les acteurs locaux. Et ça, c'est juste une évidence, parce que ça ne peut pas être l'État tout seul qui va dire ce qu'il faut faire, puisque c'est encore une fois une compétence locale. Et donc ça ne marchera que si c'est accepté au niveau territorial par les acteurs de ces territoires. Et derrière, il y a les questions de mobilisation financière. Alors, je vais vous dire la façon dont on voit ça quand on est vu de loin à Paris, parce que en métropole, on a le système des agences de l'eau. Vous savez qu'il n'y a pas d'agence de l'eau en Outre-mer. On a mis en place un système de solidarité nationale de la métropole et des Outre-mer porté par l'Office français de la biodiversité avec 30 millions d'euros par an qui est apporté aux Outre-mer. Mais en gros, quand on fait la synthèse de ces financements, je vais vous donner les ordres de grandeur, mais c'est pour que vous ayez en tête ce genre de choses. Quand on met 8 millions d'euros sur la table pour des activités, enfin de l'aide à l'investissement en eau et d'assainissement, en général, on vous en demande au moins 50 pour que ça puisse fonctionner. Donc, vous avez une montée en tension en disant vite, c'est ridicule, il faut au moins 50. On se met en 4 pour en donner plus. On arrive à 13-15 millions d'euros mis sur la table. Et à la fin de l'année, on en dépense 1. Et c'est ça les ordres de grandeur de ce qu'on vit aujourd'hui sur les financements outre-mer dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Donc vous voyez un espèce de grand écart. Et pourquoi ? Alors, on peut y revenir, mais entre ce que l'État apporte, ce que les acteurs du territoire demandent pour faire le service minimum, et puis ce qu'on arrive réellement à faire derrière dans la vraie vie avec des contrats qui vont au bout. Voilà. Et alors les contrats de progrès, eux, ils ont une vision holistique de tout ce qu'il faudrait faire. Et donc par rapport à mes montants, là, ce ne serait pas 50, ce serait plutôt 200 à 300 en fait. Donc dans ces contrats de progrès, on a mis ce qu'il faudrait faire pour réussir à retrouver un service bien sous tout rapport. Voilà. Et donc ces contrats de progrès, ils sont très bien parce qu'ils montrent ce qu'il faut faire, ils mettent sur la table, ils sensibilisent, ils mobilisent, mais c'est certainement pas ça tout seul qui résout le problème de l'eau et de l'assainissement outre-mer. Voilà. Et donc aujourd'hui, si on fait un bilan un peu de ce plan outre-mer, de ces plans ODOM, on va dire que c'est un peu mitigé, mais là encore, je suis d'accord avec le député. Alors pourquoi mitigé ? D'abord, ça a quand même bien marché dans le sens où ça a permis une mobilisation forte de tous les acteurs, ça a permis une discussion avec tous ceux qui sont concernés, ça a permis d'aboutir au contrat de progrès quasiment partout. Donc on avait prévu 30 contrats de progrès, il y en a 29 qui sont signés aujourd'hui. Le 1 étant celui de la Guadeloupe, puisqu'on attendait la finalisation de la structuration du fameux syndicat pour pouvoir finaliser le contrat. Mais donc les contrats ont été faits, la mobilisation est là, et puis il y a quand même eu des financements, puisque 2016, j'ai regardé les chiffres qu'on a engagés, donc là réellement engagés dans la vraie vie, 5 millions d'euros pour l'appui technique. Donc ça, on va aider à mettre en place et aider les collectivités à construire les cahiers des charges, etc. 160 millions d'euros en investissement et puis 280 millions d'euros sous forme de prêts. Après, on a eu un point supplémentaire qui, dans notre malheur, est arrivé au bon moment. C'est avec la crise Covid, on a eu le plan de relance qui est arrivé. Et donc, on a fait l'effort d'individualiser dans le plan de relance une enveloppe spécifique pour les Outre-mer. Donc, le plan de relance pour l'eau et l'assainissement, c'était 300 millions d'euros. Il y en a 50 millions d'euros qui ont été enlevés des 300 millions d'euros et qui ont été pris spécifiquement pour l'Outre-mer. Donc, 50 millions d'euros mis sur la table pour l'eau et l'assainissement pour forcer à cibler plus d'argent sur les Outre-mer en comparaison avec la métropole parce qu'on pensait que ça le méritait pleinement. Et pour nous, aujourd'hui, on est très contents parce que, alors, en métropole, en 7 mois, on a engagé la totalité des 150 millions d'euros. On avait très peur qu'on n'arrive pas à faire en Outre-mer. Finalement, on a plus des 2 tiers des 50 millions d'euros qui sont aujourd'hui engagés. Et donc,
Et pourquoi on a réussi à engager aussi vite? C'est parce que les contrats de progrès avaient été faits, et donc on savait les sujets prioritaires, parce que la priorisation avait été faite, et ça a permis aux services d'État, donc local, sous la houlette des préfets, des halles, de voir tout de suite les collectivités et de profiter de cet argent qui n'avait une durée que de 2 ans pour l'engagement et qui a permis d'avancer. Donc de ce point de vue-là, le plan de relance a été un effet d'accélérateur et de mobilisation, aussi parce que le plan de relance, le contrat de programme avait été fait juste avant, qui a jusque-là pas mal marché. Alors juste pour finir, un point difficile aussi outre-mer, c'est qu'on n'a pas d'agence de l'eau, on a des offices de l'eau. Et aujourd'hui, force est de constater que ces offices de l'eau n'ont pas les capacités financières suffisantes pour jouer le rôle que les agences de l'eau jouent en métropole. Elles ont des redevances trop faibles, elles n'ont pas une assise suffisamment forte. C'est des agences les offices ne dépendent pas de l'État, ils dépendent des collectivités. Et on voit aujourd'hui qu'on est limité dans l'action de ces offices. Et quand on regarde avec l'importance du système des agences de l'eau en métropole et le rôle qu'on devra avoir en Outre-mer, c'est un élément limitant. Et pour finir donc, qu'est-ce qu'on attend pour après le plan Haut-Dôme? Parce que c'est mitigé, c'est bien, mais en fait, il faut regarder comment on avance. Ce qu'on voit aujourd'hui, et ce qui est en train de sortir, la mission d'inspection qui travaille là-dessus, c'est d'abord, il faut mieux articuler les financements mobilisés. Donc là, on a un sujet de guichet unique, parce qu'il y a finalement pas mal de financements qui viennent de plein d'endroits. Vous avez de l'argent européen sous plusieurs formes. Vous avez des programmes budgétaires qui viennent de l'écologie ou de l'outre-mer. Vous avez de la DETR, vous avez de la DSIL, vous avez de l'UFEADER, vous avez du plan de relance, du FEDER, de l'argent des départements, des régions. Donc en fait, il y a pas mal de sources de financement. Et l'enjeu de mettre tout ça au même endroit avec une personne qui va faire le rôle de guichet unique, qui ne va pas décider pour les autres, mais qui va coordonner et donner de la visibilité, c'est hyper important. Et là, on voit qu'on n'est pas au bout. Donc là, ça, c'est important. Il y a un sujet de formation des collectivités. Je pourrais répondre à vos questions. C'est le rôle de l'AFD, on attend de ça. Il y a un sujet de structuration, c'est l'histoire du SMEAG, le député en a parlé. Et puis il y a un sujet d'ingénierie, parce que c'est bien beau d'avoir de l'argent, mais en fait, si on n'a pas les entreprises, si on n'a pas l'ingénierie publique locale, et ben en fait, à la fin, ça ne marche pas. Et ça, c'est aussi l'étude qu'on a demandé au CEREMA, qui vient de faire un guide d'appui qui est important et qui permet d'apporter des guides de bonnes pratiques. Vous allez sur le site du CEREMA et vous verrez que... comment utiliser cet argent et c'est à mettre au service des collectivités pour qu'elles s'en sortent. Je m'arrête là.